Si vous me parlez, pour commencer, de la réalisation dont vous êtes la plus fière dans cette année-là. Mon Dieu, c'est une bonne question, hein? Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2022 sur plusieurs dossiers. Je pense que c'est un amalgame de plusieurs petits dossiers dont je suis la plus fière, puis d'avoir une belle équipe qui me soutient aussi. Là. Des fois, c'est les dossiers les moins glamour qui se retrouvent le moins dans les journaux puis dans les médias, mais on réussit à régler tellement de dossiers humanitaires, de dossiers d'immigration, des gens qui ont de la misère avec leur dossier d'assurance-emploi, qui rappellent au bureau après avoir eu un service avec n'importe quel membre de notre équipe, que ce soit Jérôme, que ce soit Ghislain, Ariane dans la Métis, et qui rappellent en pleurant parce qu'on a réussi à débloquer leur dossier, malgré le fait qu'ils avaient appelé le gouvernement fédéral et que le gouvernement avait dit on ne peut rien faire pour vous. Donc ça, je vous dirais que c'est vraiment la chose dont je suis le plus fière. Ça revient souvent dans nos entrevues avec les députés. Il y a des drames qui se cachent en arrière des personnes qu'on ne connaît pas. Mais... Non, on ne voit pas. Nous, on parle souvent des grands dossiers. On va se faire interpeller. Là, je travaille sur les armes à feu, évidemment, la Chambre des communes, l'environnement. C'est des gros dossiers qui ressortent beaucoup. Mais ces dossiers-là, plus humains, on en entend moins parler. Puis c'est une grande partie de notre travail aussi, de faire affaire directement avec le citoyen quand la grande machine fédérale fait pas son travail. Malheureusement, il y a des dossiers qui se retrouvent souvent bloqués là-dedans ou tablettés. Alors, les gens se retournent vers nous. Puis c'est pas tout le monde qui savent ça, qui peuvent cogner à notre porte. Avez-vous un exemple récent à nous donner? Bien, absolument. On a accueilli une première famille ukrainienne à Maria, donc un petit peu plus loin dans la baie des Chaleurs. Ça a été hyper complexe, mais on a réussi à faire venir la maman avec ses deux jeunes garçons pendant que le papa restait au combat en Ukraine. Et récemment, on a pu le faire venir lui aussi. Alors, il y a une famille qui a fait les démarches pour les accueillir, qui a rénové la maison pour leur faire un logement au sous-sol et tout ça. Donc, ça a été hyper complexe d'obtenir les visas, les documents aussi officiels parce que ces gens-là quittent la maison avec à peu près rien dans les mains. Donc, ça a été super compliqué. On avait peut-être une deuxième famille qui était intéressée à venir s'installer, mais par la lourdeur bureaucratique, ils ont décidé d'abandonner le processus. Donc, ça vous montre à quel point l'équipe a passé des heures et des heures au téléphone avec le gouvernement pour essayer de faire débloquer tout ça avec les ambassades aussi. Donc, c'est le genre de dossier qu'on parle moins, mais dont on est très fiers et qu'il y a un grand travail qui se fait derrière ça. Sur un plan plus général, vous retenez quoi de 2022? Ben, écoutez, la hausse du coût de la vie, on ne peut pas passer à côté. Hein. C'est vraiment ce dont on entend parler le plus quand on va n'importe où. Là, et les gens ici, on se connaît, tout le monde se connaît. On va à l'épicerie puis on pique une jasette avec tout le monde qui nous dit ça n'a pas de bon sens. Le coût de l'épicerie, les taux d'intérêt qui augmentent, tout ça. Donc je pense qu'on a un grand travail à faire à tous les paliers de gouvernement, mais particulièrement au gouvernement fédéral, quand on peut aider à bonifier certains revenus fixes. Moi, je pense aux aînés pour qui le coût de la vie augmente aussi et eux ont des revenus fixes. C'est bien qu'on ait bonifié la pension de vieillesse pour les 75 ans et plus. C'était minime comme bonification. Je pense qu'on peut aller plus loin, mais peut-être commencer à partir de 65 ans. L'épicerie, elle coûte aussi cher que vous ayez 68 ou 76. Là. Donc, je pense qu'il faut avoir cette sensibilité-là pour ces gens-là. C'est bon. Est-ce que vous avez des gros projets sur lesquels vous travaillez pour 2023? Bien, écoutez, c'est sûr qu'avec les dossiers qui me sont attribués à la Chambre des communes, le projet de loi sur le contrôle des armes à feu, c'est moi qui le pilote pour le Bloc québécois. Donc ça, c'est un des gros dossiers qui va revenir dès le début, la fin janvier, là, le début de la session parlementaire. On veut faire une bonne loi avec ça. Malheureusement, le gouvernement nous a pitché quelque chose qui est substantiel. On nous a présenté un projet de loi qui portait principalement sur les armes de poing et finalement, on arrive en fin de parcours avec un amendement qui veut bannir les armes d'assaut. On n'est pas contre le fait de bannir les armes d'assaut. Je pense que c'est pas supposé être dans les mains des civils. On veut éviter des tueries de masse comme on a connu par le passé. Mais là, il y aurait potentiellement des armes utilisées pour la chasse, utilisées raisonnablement pour la chasse, qui se retrouvent dans ce même panier. Et il semble que la ligne qui est tracée entre armes d'assaut et armes de chasse n'est pas très claire dans ce que le gouvernement nous propose. Donc, moi, je propose justement qu'on réentende des gens au comité qui seraient impactés par ça, notamment les chasseurs, parce que j'entends leur inquiétude et ils m'ont écrit en très grand nombre dans les dernières semaines et je les comprends. Même un spécialiste des armes à feu regarde cet amendement-là, essaie d'y comprendre qu'est-ce qu'il y a, puis c'est
très, très, très difficile. Donc, qu'est-ce qui est exempté de tout ça? Qu'est-ce qui devient prohibé demain matin? Qu'est-ce qui arrive si on a une arme à feu à la maison qui devient prohibée? Est-ce que le gouvernement la rachète? On n'a pas ces informations-là. Le gouvernement les a pas données. Donc, il y a un travail à faire. Puis, ça va être une grande partie de la prochaine année. Puis, aussi, le redécoupage électoral. Vous savez qu'il y a eu une proposition pour supprimer la circonscription d'Avignon-Lamitis, Matane-Matapédia. On va avoir des nouvelles à la fin janvier. Peut-être que la proposition a changé à la suite des consultations publiques. Peut-être que non. Peut-être que c'est un nouveau redécoupage qu'ils vont proposer. Ensuite de ça, ça sera envoyé au Parlement. On va redébattre et la décision finale sera prise en septembre 2023, mais ça risque d'être une grosse année de ce côté-là aussi. Dans le comté, est-ce qu'il y a des choses particulières qui vont retenir votre attention, qui vont nécessiter vos interventions? Absolument. Les interventions que je veux faire auprès du gouvernement, c'est pour les projets d'infrastructure. Du côté de Matane, on veut rénover la piscine. Ça fait quand même plusieurs années. À Carleton-sur-Mer, c'est l'Arena. À Amkoui, il y a le CEMEC qui avait un très beau projet de gymnase. Qu'est-ce que c'est, le CEMEC? Le CEMEC, c'est le cégep. Okay. Oui, à Amkoui. Il est tout petit, mais il est là. Okay. Puis il y avait un beau projet pour faire un tout nouveau gymnase pour accueillir plus de disciplines sportives, justement. Puis le problème avec tous les projets d'infrastructure, ce qu'on constate en ce moment, c'est que les prix de construction explosent. Alors là, l'enveloppe est donnée ou la subvention est donnée, puis dans le fond, on dépasse les coûts. Donc là, le gouvernement fait, ben là, on va retirer l'argent si vous ne pouvez pas l'utiliser, mais les gens disent, ben on a juste besoin de plus. Donc les interventions que je prévois faire auprès du gouvernement, c'est bonifions les enveloppes, suivons la hausse du coût de la vie aussi pour ces projets-là. Et il y en a des beaux projets d'infrastructure. On parle d'accueillir plus de gens dans nos communautés, d'ouvrir nos portes à l'immigration, de faire revenir les jeunes en région. C'est tous des beaux projets, mais il faut être en mesure de leur offrir un service. Donc, ça va faire partie des représentations. Puis aussi, il semble que 2023 va être encore l'année du combat pour les transferts en santé. On pensait que ça se réglerait fin 2022, mais non. Donc, on le voit dans les bris de service à Amkoui, à Matane, à Maria, un peu partout, à Rimouski. Il y a des défis aussi, des urgences qui débordent un peu partout au pays. Donc, ça, c'est un effet du sous-financement critique en santé depuis des années. Et le travail du fédéral, il est assez simple. C'est pas d'imposer des normes, pas d'imposer des conditions, c'est de transférer l'argent, tout court. Et il le fait toujours pas. Donc, ça, c'est un combat qu'on va continuer de mener. Comment ça se passe dans votre comté pour les deux grandes préoccupations dont on a parlé toute l'année, à savoir la crise de la main-d'œuvre et la crise du logement? Ça se passe pas mieux qu'ailleurs, malheureusement. C'est un peu le même problème partout. Tout à l'heure, j'étais à un autre média avec Maxime Blanchet-Jonca qui disait que la crise du logement à Rimouski, c'est assez intense et souvent, les gros montants s'en vont dans les grandes villes. Mais en région aussi, il y a un problème de logement et on dit qu'on veut accueillir de jeunes familles ou un étudiant qui revient de l'Université Laval, par exemple, qui est allé faire ses 4 ans d'études. Et là, essayer d'acheter une maison, c'est à peu près impossible. Puis il n'y a pas de logement à prix modique ou logement social, c'est assez difficile à trouver. Donc, ça, il y aura des investissements qui devront être faits aussi de la part du gouvernement fédéral si on veut, comme je le disais, offrir une communauté de services à des personnes, autant aux personnes qui sont déjà ici qu'aux nouvelles personnes qu'on voudrait recevoir. Parfait. Est-ce qu'il y a des enjeux je sais que le fédéral est plus ou moins impliqué là-dedans, mais y a-t-il des enjeux de transport dans la vallée? Oui, bien, c'est sûr que on parle d'environnement, de transport en commun, tout ça, c'est pas pareil ce qu'on peut mettre en place en région que dans les grandes villes, évidemment. On a un problème avec le train depuis longtemps quand même. Via Rail nous dit qu'ils ne peuvent pas offrir le service parce que le rail est en mauvais état. Il y a des sociétés de citoyens, des organisations citoyennes qui disent non, je pense qu'on pourrait offrir le service. Alors on essaie de parler à tout le monde et de voir qu'est-ce qui peut être fait. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que le rail doit en effet être réparé. Et ça, c'est le gouvernement du Québec qui a lancé des appels d'offres justement récemment. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça devrait être fait dans les prochaines années. Si on peut réoffrir ce service-là de train aux gens de la Gaspésie en ce moment, à partir d'un peu plus haut au Bas-Saint-Laurent, puis se rendre à Gaspé, c'est pas possible. Donc ça, ce serait peut-être bien. Même chose pour le transport aérien régional. On a eu des beaux investissements à l'aéroport de Montjoly. Il y a un super beau terminal. Je sais pas si vous avez eu la chance de le voir. Mais il y a à peu près pas de vol à part ceux qui s'en vont dans le nord pour les travailleurs. Fait que, alors, le train et l'avion. Le train et l'avion, ce serait des bons Parfait. En terminant, est-ce que vous auriez un vœu à émettre pour 2023? Oui, je pense que c'est le même vœu que je fais depuis 3 jours dans ma tournée médiatique. J'espère qu'on m'entende. L'assurance emploi.
quand je me suis lancée en politique en 2019, on parlait du trou noir de l'assurance-emploi. Ça devait être fait depuis, on avait annoncé ça en 2015, je pense, le gouvernement de Justin Trudeau, qu'on allait proposer une réforme de l'assurance-emploi. C'est toujours pas fait, donc j'espère que ce sera fait pour 2023. En plus, avec la pandémie, il y a eu des programmes qui ont été mis assez rapidement en place et qui marchaient, et qui fonctionnaient quasiment mieux que le programme actuel de l'assurance-emploi. On permettait quelque chose de plus flexible, moins de contraintes, et on le retirait à la dernière minute sans trop d'avis, et les gens n'avaient pas accumulé assez d'heures pour recevoir les prestations auxquelles ils avaient cotisé. Donc, ça a encore une fois démontré les problèmes. On n'est pas supposé, quand on cotise un programme, on n'est pas supposé cesser de recevoir nos prestations pendant quelques semaines. Donc, ça, c'est vraiment mon souhait pour 2023, qu'on arrête de parler du trou noir, que ce soit enfin réglé pour les gens du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Parfait, merci beaucoup. Bien, merci à vous.